Un défilé pro-russe réunit des dizaines de milliers de participants en plein cœur de l'Europe. Nulle part l'influence de la Russie n'est aussi palpable qu'en Moldavie. L'actuel gouvernement du pays est favorable à un rapprochement avec l'Europe. Mais les groupes pro-russes s'y opposent avec véhémence. On a connu l'occupation allemande par les fascistes. Et aujourd'hui, on vit sous occupation européenne. Tandis que d'autres redoutent que la guerre en Ukraine ne s'étende à leur pays. Quand les bombes tombent sur Odessa, et ça arrive tous les jours, on les entend jusque dans les régions voisines de la Moldavie. Ça nous concerne directement. On est tout proche. Quel avenir pour la Moldavie? Poursuivre sur la voie européenne ou entrer au nombre des victimes de Poutine? Chisinau, la capitale de la Moldavie, compte un demi-million d'habitants. Cet ancien État de la République soviétique, aujourd'hui un des pays les plus pauvres d'Europe, est candidat officiel à l'adhésion à l'UE. Nous sommes chez Diana Mazurova. Avec son amie Irina, elle milite activement contre l'influence russe au sein du groupe Stop Russian Aggression Moldova. Malheureusement, la Russie dispose de beaucoup de moyens. Elle influence concrètement la vie des gens. Ils savent exactement qui va mordre à l'hameçon. C'est notamment le cas parmi la population plus âgée. La propagande sait exactement comment s'adresser à eux pour toucher leurs points sensibles. La Russie aurait investi près de 150 millions d'euros, rien que l'année dernière, pour créer un climat qui lui soit favorable en Moldavie. Diana ressent cette influence jusqu'au sein même de sa propre famille. Je n'ai quasiment plus aucun contact avec ma famille depuis 2023. Je ne sais pas pour qui ils voteront aux prochaines élections. J'ai compris dès 2022 où allait leur sympathie. Je n'ai tout simplement pas la force de convaincre tout le monde de mon point de vue. Je préfère consacrer mon énergie à autre chose. Moi aussi, j'ai grandi avec cette propagande. J'ai 25 ans et jusqu'à mes 16 ans, j'ai toujours pensé « il faut être avec la Russie. La Russie est forte, c'est super. » Et ce type de propagande vient de partout, de la famille, des médias. Tout le monde était toujours pro-russe autour de moi. L'association Stop Russian Aggression est financée par des dons. Let's go! Dons qui proviennent pour une grande part de l'Union européenne. Dans son grenier, Diana stocke des autocollants et des affiches que les jeunes femmes veulent utiliser pour une action. Toutes deux ont grandi dans une famille russophone, comme environ un tiers de la population. La guerre en Ukraine, pays frontalier de la Moldavie, a tout changé. Depuis, les deux militantes craignent que quelque chose de similaire se produise dans leur propre pays. S'il n'y avait pas l'Ukraine, on serait en première ligne. La Moldavie est la prochaine à être menacée. Les deux activistes ont le sentiment d'être surveillés. C'est souvent arrivé que quelqu'un vienne ici, sonne chez moi en bas de l'immeuble et demande si c'est bien ici que j'habite. Et il y a eu cette fois où une voiture avec une plaque diplomatique russe a stationné juste devant ma porte. Et ils ne s'en cachent même pas. Ils te font bien comprendre le message. On te voit, on sait où tu habites. Exactement. Ils ne m'ont encore jamais agressé physiquement. Mais leur but est de me faire savoir qu'ils sont là. Le lendemain, un rassemblement doit avoir lieu devant l'ambassade d'Ukraine pour célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Diana et Irina prévoient d'y participer. Cela fait 3 ans que Diana milite à plein temps, mais ses moyens financiers sont modestes comparés à ceux du camp pro-russe. Moscou est en mesure d'acheter la loyauté à vie de ses partisans. Bien sûr, tous les activistes pro-russes reçoivent de l'argent de la part de la Russie. Ils ne peuvent pas prendre cet argent, construire toute leur carrière là-dessus et refuser ensuite de participer au mouvement. C'est inimaginable.
La République de Moldavie est située entre la Roumanie et l'Ukraine. Jusqu'en 1991, ce petit pays faisait partie de l'Union soviétique. Aujourd'hui, il compte près de 2,4 millions d'habitants. La langue officielle y est le roumain, mais pratiquement tout le monde comprend le russe. Depuis 2022, la Moldavie est candidate à l'adhésion à l'UE. Si le gouvernement est pro-européen, le pays est divisé entre les partisans de l'adhésion et ceux qui souhaitent un rapprochement avec Moscou. Alexei Petrovitch est sous pression. Le 9 mai représente pour lui le jour férié le plus important de l'année et la période qui le précède est très chargée. C'est un événement important qui aura lieu demain. Ça demande énormément de préparation, beaucoup de travail et beaucoup de coups de téléphone. Toutes les conversations que j'ai tournent autour de ça. Alexei préside le comité national Pobeda, qui signifie victoire en russe. Il existe en Russie une organisation du même nom, placée sous la responsabilité directe du président Poutine. Pobeda est très populaire dans la communauté russophone du pays. Notre premier objectif, c'est de préserver la mémoire des défenseurs de la patrie, de renforcer le patriotisme et de lutter contre la déformation des faits historiques. Aujourd'hui, certains voudraient réécrire l'histoire de notre pays, et nous nous y opposons. Selon nous, on est en train d'assister à une glorification manifeste du nazisme. Vladimir Poutine utilise cette célébration à des fins de propagande, mettant en parallèle la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie et le combat mené par la Russie contre un fascisme supposé en Ukraine et en Europe. Bonjour les amis, je vous souhaite une belle journée de commémoration à tous. L'organisation présidée par Alexei entretient des liens étroits avec Moscou et propage tous les récits historiques approuvés par le Kremlin. Alexei Petrovitch est la figure de proue de ce mouvement. Alexei Petrovitch, C'est ça. merci. Merci mille fois pour tout ce que vous faites. Merci. Le financement du comité national Pobeda n'est pas transparent. Le Kremlin engage des sommes considérables pour attiser un sentiment pro-russe et un rejet de l'Ouest. La veille des festivités, on projette des films mettant en scène des héros soviétiques sur grand écran. Je n'ai vraiment rien de positif à dire sur le gouvernement actuel de la Moldavie. Pourquoi devrions-nous rejoindre l'Union européenne et renoncer à notre neutralité et à notre souveraineté? Au nom de quelles valeurs? Il y a déjà des festivals et des défilés LGBT qui ont lieu dans notre pays. Et on y organise aussi des exercices militaires, sous le prétexte de je ne sais quelle norme européenne. C'est vraiment ça que nous voulons? La Russie et l'Union soviétique comme libérateurs et protecteurs. Le ton est donné. Pour Alexei, le travail de mémoire sur le passé soviétique mené par le gouvernement pro-européen relève quant à lui de la propagande, voire de l'endoctrinement. On oblige des enfants moldaves à regarder des films sur les répressions staliniennes dans le cadre de la journée de la victoire. C'est ça les valeurs européennes? C'est ça la démocratie européenne? Forcer des enfants à regarder un film qu'ils n'ont pas envie de voir? Alexei est sous surveillance du fait de son étroite collaboration avec la Russie. Au retour de son dernier voyage à Moscou, il a fait l'objet d'un interrogatoire. Je rentrais d'un voyage d'affaires en Russie. Et on ne m'a même pas demandé ce que j'avais fait là-bas. On m'a simplement arrêté et interrogé. Puis on m'a relâché. J'ai eu l'impression que c'était lié au travail que je fais pour préserver la culture du souvenir, pour laquelle je m'engage ici avec mes camarades. Alexei se rend régulièrement en Russie où il rencontre des personnalités politiques de haut rang. Officiellement dans le cadre des liens historiques avec l'Union soviétique. Mais les voix qui s'élèvent pour s'éloigner de la voie européenne et revenir dans le giron de Moscou sont nombreuses. Ironie macabre, en cette soirée de cérémonie, côté ukrainien, des drones de combat survolent Odessa à quelques dizaines de kilomètres de la frontière.
Le lendemain, dans le centre de Chisinau, devant l'ambassade d'Ukraine, on commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale. La militante Diana Mazurova participe à la célébration. Si côté pro-russe on mise sur le faste et le pathos, ce rassemblement-là se déroule sous le signe du recueillement. Au fil du temps, année après année, cette fête a pour ainsi dire perdu sa légitimité, son droit d'exister. Surtout avec la guerre en Ukraine, où l'agresseur est la Russie, qui détruit et tire sans relâche sur tout ce qui bouge. Ce qui est particulièrement dérangeant, c'est que les symboles associés au 9 mai sont utilisés dans le cadre de l'opération spéciale, c'est-à-dire de la guerre en Ukraine. Autrement dit, on assiste maintenant au phénomène suivant. Ce sont les soi-disant vainqueurs d'hier qui sont devenus les fascistes d'aujourd'hui. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Diana lutte farouchement contre l'agression russe. Tant et si bien qu'elle et sa camarade Irina ont été invités par l'ambassade d'Ukraine à prendre officiellement la parole. Espérons que cette journée restera dans les mémoires pour de nombreuses années, qu'il n'y aura plus d'effusion de sang et que plus personne ne devra mourir. En plus de soutenir l'Ukraine, Diana tente de protéger son pays contre l'influence croissante de Moscou. Car même la Commission européenne le confirme, l'ingérence russe en Moldavie est plus forte qu'ailleurs. Vous luttez aussi contre la propagande? Contre les films, contre les musiciens pro-russes et surtout, bien sûr, contre les organisations et les personnes qui collaborent avec la Russie. On espère que ça finira par être interdit. Ça prend du temps, mais il y en a de moins en moins. Pour les Moldaves, la guerre est omniprésente. On entend la guerre. Quand les bombes tombent sur Odessa, et ça arrive tous les jours, on les entend jusque dans les régions voisines de la Moldavie. Ça nous concerne directement. On est tout proche. Et l'influence russe est omniprésente. Mais c'est aussi le cas ailleurs en Europe. La propagande s'étend absolument partout. La Moldavie est profondément divisée. D'un côté, des cafés tels qu'on pourrait en trouver à Paris ou à Berlin. De l'autre, des immeubles préfabriqués en béton qui rappellent la longue domination soviétique sur le pays. Mais au-delà de l'architecture, les tensions sont aussi sociétales. Et aucun événement ne fait aussi bien ressortir ces contrastes que le 9 mai. En plein cœur de la capitale moldave, le gouvernement organise la Journée de l'Europe. Des concerts et des spécialités, le tout sur fond de messages pro-européens. À seulement quelques mètres de là, la communauté russophone célèbre la fête la plus importante de l'année, la victoire sur l'Allemagne nazie. De nombreux participants arborent des tenues militaires. La Moldavie appartenait à l'époque à l'Union soviétique, mais cette célébration est plus que contestée, notamment depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les symboles de l'armée russe, le marteau, la faucille et le ruban de Saint-Georges, une bannière rayée orange et noire, sont officiellement interdits en Moldavie depuis 2022 et leur port passible d'amende. Ils sont pourtant présents en masse aujourd'hui et la police serait bien en peine de verbaliser. À 10h pile commence le défilé jusqu'au mémorial soviétique. En tête du cortège, on retrouve Alexei Petrovitch du comité pro-russe Pobeda. La journée de l'Europe, elle, se tient sur la place principale, précisément là où les partisans pro-russes voudraient passer. Leur leader voit cela comme un affront. On a connu l'occupation allemande par les fascistes. Et aujourd'hui, on vit sous occupation européenne. Les citoyens qui se tiennent derrière moi n'ont pas le droit de célébrer le jour de la victoire dans leur propre pays.
Les pays européens se sont rendus aux nazis au bout d'1 ou 2 semaines, tandis que l'Union soviétique a résisté pendant 1418 jours et autant de nuits, pour finir par remporter la victoire. Et aujourd'hui, on n'est même pas autorisé à se rendre sur la place principale de notre ville, qui a été libérée par l'Armée rouge. Comment vous appelez ça, vous? Selon les organisateurs, il serait plus de 30 000 participants. Bien que le défilé passe juste à côté de la contre-manifestation, aujourd'hui tout se déroule de manière pacifique. Les deux camps revendiquent le même pays en se partageant les rues de la capitale. Roumanophones, partisans de l'Union européenne d'une part, et pro-russes de l'autre. Alexei défile avec à son bras un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, âgé de 99 ans. Le héros de guerre est promené fièrement sur les 2,5 km de trajet, symbole vivant de la victoire soviétique. Je me sens fier, satisfait et heureux pour notre peuple moldave. Car malgré toutes les difficultés, nous pouvons célébrer et honorer notre grande et belle histoire. Victoire! 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 Longue vie aux soldats soviétiques! Longue vie aux soldats soviétiques! Hurrah! Pour le gouvernement actuel, le passé soviétique est loin d'être aussi positif. Certains parlent même d'une période d'occupation. Les rues que nous empruntons, les bâtiments que nous voyons, tout a été construit à l'époque soviétique. On ne peut pas parler d'occupation. C'était une période de prospérité et de croissance économique pour notre pays. Enfants en uniforme et symboles soviétiques. Ou comment exalter la foi en un passé glorieux prêt à renaître sous l'égide de Moscou. Comme chaque année, on lâche des colombes au-dessus de la flamme éternelle qui brûle en l'honneur des soldats tombés pendant la Seconde Guerre mondiale. Venez, on va faire une photo derrière. C'était une belle célébration. Juste une photo rapide. Après, vous pourrez rentrer chez vous. S'il vous plaît, mes amis, tous ceux qui veulent prendre une photo avec notre héros peuvent s'approcher et former une file sur la droite. Écoutez-le bien. Merci pour la victoire. C'est important de préserver nos valeurs traditionnelles, y compris la culture du souvenir et la victoire sur le nazisme. Malheureusement, notre gouvernement n'en a rien à faire. La communauté russophone de Moldavie offre un terreau fertile à l'hostilité envers l'Europe, toutes générations confondues. Non loin des célébrations pro-russes, on fête la journée de l'Europe sur la place centrale. Lors d'un référendum à l'automne 2024, c'est une faible majorité qui a décidé d'ancrer l'adhésion à l'UE dans la Constitution. Ici, de nombreux citoyens expriment leurs craintes quant à l'avenir européen de la Moldavie. D'importantes élections législatives vont avoir lieu à l'automne. Il s'agit de décider si nous voulons poursuivre sur la voie de l'Europe et achever l'intégration d'ici 2028, ou si nous voulons revenir à l'époque soviétique avec une politique pro-russe. Je préfère nettement ce côté-ci des célébrations. Je souhaite vraiment que notre pays fasse partie de l'Union européenne. Quand j'étais enfant, la Moldavie faisait partie de l'Union soviétique. Et je me souviens très bien de cette époque. Ce n'était pas une vie particulièrement agréable. Après l'effondrement de l'Union soviétique, une guerre a éclaté entre les troupes de Moscou et les soldats du tout jeune État moldave. Depuis lors, la partie orientale du pays est occupée par des troupes pro-russes. La Transnistrie ne compte que 350 000 habitants, mais dispose de sa propre monnaie et de son propre gouvernement. Ce régime de facto n'est pas reconnu au niveau international. À ce jour, plusieurs milliers de soldats russes et de paramilitaires pro-russes sont stationnés dans la région.
Le village de Molovata-Noa se situe au bord du Dniestre, le fleuve qui sépare la Moldavie de la Transnistrie séparatiste. Sur l'autre rive, seuls 2 villages restent sous le contrôle du gouvernement de Chisinau. C'est ici que vit Tatiana Agatieva. Molovata-Noa et Kochieri sont comme une île. D'un côté, il y a le fleuve et de l'autre, la Transnistrie. Nous sommes une petite île sous le contrôle de la Moldavie. Le village de Tatiana se trouve en quelque sorte du mauvais côté du fleuve. Le ferry est le seul moyen direct pour se rendre en Moldavie. L'unique route menant à Chisinau traverse la Transnistrie, occupée par les troupes pro-russes. Rejoindre la capitale à 70 km de là est à chaque fois une épreuve. Si vous voulez vous rendre à Chisinau, il faut passer par leur douane. Il y a un contrôle. Si vous oubliez votre passeport, vous n'avez plus qu'à rentrer chez vous. Parfois, ils ne vous laissent pas passer. Si vous transportez des objets volumineux, comme des matériaux de construction ou des meubles, vous devez prendre le ferry. À chaque fois, ça représente un détour de 70 km. La route qui passe par la Transnistrie est impraticable avec des bagages. Tatiana vit de manière quasi autonome. Son mari a longtemps travaillé en Russie, mais avec l'invasion de l'Ukraine, il a perdu non seulement son emploi, mais aussi ses droits à la retraite. Il fait désormais la navette tous les jours vers la capitale. Tatiana travaille auprès de l'administration locale. Dès l'enfance, elle a appris à s'adapter. J'ai eu une enfance difficile. Mon père et mon grand-père m'ont expliqué qu'ils avaient tous les deux perdu leurs parents. Mes ancêtres ont tous été exilés à Magadan, en Sibérie. Mon grand-père a dû grandir sans père. Il n'avait même pas de photo de lui. Il avait les larmes aux yeux chaque fois qu'il me racontait ce qu'il avait enduré. C'est un reproche qu'on lui a fait tout au long de sa vie, d'être le fils d'un ennemi de l'État. Malgré ces difficultés, Tatiana et son mari ont bâti de leurs propres mains la maison où ils habitent avec leurs enfants, en prenant bien en compte certains facteurs extérieurs. L'hiver dernier, ça n'a pas été une partie de plaisir. Le gaz a été coupé le 1er de l'an. Je me suis levée à 9h15 et il n'y avait plus de gaz. C'est là que les problèmes ont recommencé. Nous savons exactement comment ça se passe ici, juste à côté de la Transnistrie. Chaque fois qu'il y a un conflit avec eux, ils nous coupent le gaz. C'est une chose dont nous avons tenu compte en construisant la maison. On a mis en place un système spécial. Le poêle est relié via des tuyaux au radiateur. Et ça nous permet de chauffer toute la maison au bois. Aujourd'hui, le gaz et l'électricité fonctionnent, pour l'instant. Beaucoup d'habitants sont partis depuis longtemps vers l'ouest. Mais Tatiana tient à rester dans son village natal. Mis à part l'église récente, l'endroit est resté comme autrefois. Et les blessures du passé sont toujours vives, notamment la guerre de 1992, courte, mais d'une grande violence, qui a vu des unités pro-russes attaquer certaines régions de la Moldavie tout juste indépendantes. À quelques mètres de la frontière avec la Transnistrie ennemie, se trouve une base militaire moldave. Des impacts de balles qui datent de la guerre, il y a plus de 30 ans, sont encore visibles aujourd'hui. Tatiana travaillait alors à la cantine et s'occupait des soldats au front. On peut encore voir un impact de bombe en haut. À l'époque, j'étais au rez-de-chaussée en train d'éplucher des pommes de terre. Je ne savais pas si c'était une mine ou une bombe, mais je suis restée sourde pendant une demi-journée. Je me suis tout de suite précipitée à la cave. Ces 6 mois de combat restent pour elle un traumatisme. Une période noire dont les victimes sont venues remplir le cimetière du village. Et lorsque la guerre a éclaté en Ukraine en 2022, ce fut le retour des bombes. Ce jour-là, j'étais chez moi.
Je me souviens encore du bruit. On ne l'a pas appris par la télévision. On a tous entendu les bombes qui explosaient au-dessus de l'Ukraine. Ce n'est qu'à 20 kilomètres d'ici. Personne ne savait quelles seraient les conséquences pour nous. Je me suis tout de suite dit qu'ils allaient venir chez nous, que dans 1 heure ils seraient là. J'étais comme paralysée par le choc. Les deux camps ennemis se font face dans le village. Des soldats arborant des insignes russes sont postés tout au long de la frontière. La seule route qui mène hors du village traverse la Transnistrie. De l'autre côté, le fleuve coupe la route. Pour se rendre sur son lieu de travail, Tatiana doit donc passer chaque jour devant les soldats. Le ferry est la seule liaison directe qui relie son village à son pays et à son emploi de l'autre côté du fleuve. À bord aussi, des hommes patrouillent sous le drapeau russe. Je prends ce ferry tous les matins pour aller au travail à 7h15. Bien sûr, ce n'est pas très agréable de voir constamment ces soldats avec leurs drapeaux et leurs kalachnikovs à la main. Mais après 3 années de guerre, nous pouvons encore vivre en paix ici, à 20 kilomètres de l'Ukraine. J'espère que les portes de l'Europe vont s'ouvrir pour nous. Qu'on ne revienne pas en arrière, par pitié. C'est la vie de Tatiana, 5 jours par semaine, matin et soir. Retour dans la capitale. Diana et Irina ont reçu un appel d'un membre de leur association Stop Russian Aggression Moldova. Il leur a signalé la réouverture de la Maison de la Culture Russe. Diana et Irina veulent en avoir le cœur net. Ce centre culturel a été fermé par le gouvernement en février, après que plusieurs drones russes se sont écrasés sur le territoire moldave. L'établissement était déjà sous surveillance pour diffusion de propagande. Mais l'interdiction n'étant pas encore applicable, la Maison de la Culture a été autorisée à rouvrir ses portes. Pour les 2 militantes, c'est un camouflet. Je sonne et je leur demande pourquoi ils ont rouvert. On peut déjà regarder ce qui se passe là-bas. Le drapeau russe flotte de nouveau devant le centre. On avait enfin réussi à faire fermer ce centre cette année et ils l'ont quand même rouvert. Il y a eu un événement ici le 7 mai. Ils ont repris leurs activités. Bonjour. Bonjour, la Maison de la Culture Russe a fait l'objet d'une interdiction. Pourquoi vous êtes ouvert? Quand est-ce que vous allez fermer? On ne va pas fermer. Des groupes pro-russes contestent la décision de justice devant les tribunaux et souhaitent en prolonger l'ouverture autant que possible. Irina en informe immédiatement les membres de leur association par chat vidéo. On est ici devant un lieu de coopération avec la Russie qui aurait dû fermer le mois dernier. Les élections sont prévues à l'automne et la Russie intensifie encore son engagement en Moldavie. Chaque gouvernement pro-russe constitue un succès pour Poutine. Mais les 2 jeunes femmes persistent et résistent face à cet ennemi tout-puissant. Coopérer avec la Russie actuelle, c'est comme être atteint d'une maladie grave. Quand on est malade, on passe à l'action. C'est tout l'organisme qui réagit contre la maladie. C'est pourquoi nous continuerons à nous battre, jusqu'à ce qu'on obtienne des résultats convaincants. Cette mission n'est pas seulement la nôtre, mais aussi celle des générations à venir. L'influence russe existait bien avant nous et continuera d'exister après nous. Mais pas trop longtemps après nous. On espère.